Donc bonjour à tous. J'espère que vous avez téléchargé l'application Expo. Alors ce sera pour plus tard, on va faire un peu de collaboratif là-dessus. Moi aujourd'hui je vais vous présenter React Native Getting Started. En fait je vais faire la présentation histoire de vous montrer un peu comment vous pouvez commencer à travailler sur cette librairie, comment vous pouvez créer vos applications rapidement ou au moins mettre les mains dedans pour voir si ça vous plaît. Voilà. Moi je m'appelle Thomas Dubois, je suis développeur web et React Native. Je travaille pour Relnetivo. Voilà. J'en parlerai rapidement, c'est notre organisation où on rassemble une équipe de passionnés justement qui travaillent sur le web. Et d'ailleurs on recrute, si vous voulez voir après. Mais passons. Donc React Native, qu'est-ce que c'est? Alors React Native, ça a été créé justement pour utiliser toute la solution React pour créer des applications natives. Et alors j'insiste pas mal sur la partie native, parce qu'en fait, comment ça se passe un peu sous le capot, à la différence des entre guillemets, anciennes librairies comme Cordova ou PhoneGap qui vont en fait avoir un espèce de serveur web intégré dans l'application et via des plugins essayer de se rattacher un peu à toutes les API natives. React Native va partir du principe d'un module en particulier qui s'appelle JSCore, qui va en fait exécuter vos JavaScript, enfin votre code JavaScript. Et à partir de là, vient un autre module qui s'appelle RCT Bridge, mais on va l'appeler le Bridge pour l'instant, va en fait orchestrer toute votre application. C'est-à-dire que, on va voir ça un peu plus tard, mais vous allez par exemple dire je veux créer ce composant avec ce texte dedans. Ça va passer par le bridge et sur votre application Android ou sur votre application iOS, ça va créer le module de la vue avec le texte natif. Ça va pas être une application web, donc on va pas retrouver tout ce qui est CSS, etc. Mais on va retrouver des choses qui s'en rapprochent. Voilà. Donc, en gros, un composant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ressemble exactement à React Native. Donc pareil, on importe son composant au début, on importe ses composants React Native, on va voir pourquoi juste après, on crée sa classe, et on retourne son composant, comme dans React. Ça fonctionne de la même manière. On va parler un peu primitif des composants. Alors les primitives, pour rappel, c'est div, c'est les balises qui sont disponibles de base dans le web. Et maintenant React Native, en fait, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas, comme ça, dans votre composant, appeler une div, un span, enfin n'importe quelle, ou une view, justement, dans la partie React Native. Vous allez devoir importer ces composants, donc, depuis la librairie React Native. Donc vous avez des composants et vous avez des API qui vont pouvoir directement interagir avec les applications. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de l'orchestration. On va dire, tiens, crée-moi ce genre de vue et avec tel ou tel appel API, enfin, tel ou tel appel natif, fais-moi sortir la caméra, les permissions, etc. Donc on va en voir quelques-uns. Donc la vue, c'est ce qui se rapproche le plus de la div en web. Donc on va avoir vraiment un bloc où on va pouvoir mettre du contenu. On a ce qu'on appelle la scroll view. Donc ça c'est une div scrollable. Parce qu'en React Native, une vue n'est pas forcément scrollable. On peut avoir une vue qui fait la taille de 4 fois le téléphone, elle ne bougera pas. Donc il va falloir gérer ça dans une scroll view. Pareil, vous allez pouvoir, si vous voulez gérer des éléments, pour des soucis de performance, en fait, ils ont créé des modules particuliers. On ne va pas, comme dans React, faire un map avec son item et les afficher dans la liste. On va avoir des composants qui sont spécialisés pour ça, pour justement s'adapter aux modules natifs, qui sont faits exprès justement pour garder justement cette performance. Donc on va avoir la flat list qui permet d'afficher une liste, et la section list qui permet d'afficher justement une liste avec des sections. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, on va avoir une balise qui s'appelle texte, parce que c'est exactement pareil qu'en web, on ne va pas pouvoir afficher du texte comme ça dans son composant. Il va falloir forcément l'imbriquer dans un composant texte. Voilà.
façon, vous allez le faire une fois, ça va péter et vous dire, allez, il faut une balise texte. Donc voilà. Et pareil, vous avez un text input. Donc c'est un text input, c'est pas un input en web, vous allez pouvoir faire type checkbox, type YOLO, etc. C'est c'est un text input. Et tous les autres sortes de composants, il va falloir soit les créer, soit les importer. Et justement, il y a déjà des composants qui sont disponibles, comme le bouton, le switch ou le slider, et cette fois qui sont, comparés aux autres qui sont classiques, donc qui rendent pareil sur les deux plateformes, ceux-là vont se rendre différemment en fonction de la plateforme sur laquelle c'est exécuté. Donc pour les boutons, ça va se rendre de cette manière-là sur iOS et de cette manière-là sur Android. Voilà. On n'a pas une seule application, c'est vraiment, c'est pas sur la même application que ça s'affiche comme ça. Et voilà, et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi tout ce qui est API. Donc on va pouvoir accéder par exemple à l'AppState. L'AppState pour savoir si l'application est en devant de l'écran ou en arrière-plan. Ou la sync storage, la caméra roll ou la géolocalisation. Et après on a encore plus spécifique. C'est quoi ce copie comme les action sheets iOS, les date pickers, etc. Ça c'est des composants qui n'existent que sur une telle ou telle plateforme. Par exemple, le back handler, donc ça va être ce qui va permettre de pouvoir gérer le bouton back sur Android. Bah, du coup, sur iOS, c'est plus difficile. Voilà. Donc, on va avoir deux manières de gérer ça. On va avoir quelque chose de natif au compilateur, la gestion des extensions de fichiers. Par exemple, dans votre dossier, vous allez avoir un fichier customcomponent.ios.js et un fichier customcomponent.android.js. Dans chacun d'entre eux, vous allez gérer un peu différemment vos composants. Et vous pourrez appeler ce composant de la manière tout à fait normale, import component from le dossier. Ce sera comme un fichier JS standard. En fait, lui, React Native, va s'occuper de gérer tel ou tel fichier. Ou alors, vous avez, si vous voulez faire plus dans le spécifique, vous avez l'API de plateforme. L'API de plateforme, en fait, ça va vous permettre d'avoir toutes les informations sur la plateforme sur laquelle votre code s'exécute, et donc, par exemple, de sélectionner une couleur en particulier sur votre fond. On verra ça après. On va parler un peu style, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de CSS et tout ça, alors comment ça fonctionne? En fait, ils ont reproduit un semblant de CSS. En fait, vous allez pouvoir styler vos composants via une propriété qui s'appelle style, qui est disponible dans tous les composants, et dans lequel vous allez pouvoir justement ajouter un objet qui contient toutes vos propriétés de style. Alors comme on peut le voir, c'est pas exactement du CSS puisque c'est plus du kebab case, c'est du camel case. Et certaines propriétés, notamment comme flex direction, ont une valeur par défaut différente. Par exemple, en web, par défaut, c'est row, et en React Native, c'est colonne. Voilà. Donc on va pouvoir, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser l'API StyleSheet. On va utiliser l'API StyleSheet pour pouvoir créer nos objets de style. En fait, ça va permettre un peu sous le capot de rajouter des ID qui fait que les styles vont pas se vont pas se recalculer à chaque rendu et du coup nécessiter une force de calcul un peu plus forte. Alors sur 2-3 composants, ça se voit pas, hein, mais quand on a toute une appli et que ça se régénère tout le temps, c'est un peu plus compliqué. Et chose aussi qui peut faire un peu grincer des dents, il n'y a pas d'unité. Notre div fait 50. 50 en fait, c'est des pixels par densité. Voilà. On oublie les PX, les EM, REM, etc. Voilà. Donc, je vous ai un peu remis ça justement ici. Donc, StyleSheet, utiliser StyleSheet, la prop style, etc. On a aussi une autre API qui s'appelle Dimension qui va vous permettre de pouvoir récupérer justement la taille et la largeur de l'écran sur lequel vous êtes. Voilà. Avec un event listener si vous en avez besoin. Voilà, toujours en pas d'unité, en quelque chose. Du coup, on va passer à la partie code. Super. Voilà. On va faire ça à schlag.
Hop là. Alors, du coup, je vous ai fait télécharger l'appli Expo. On va faire ça un peu en live. Je vais vous partager via Snack. Donc c'est super beau. Via Snack, en fait, donc l'application va directement popper sur votre téléphone. Vous allez pouvoir la tester en live. Je vais coder sur l'application et vous allez pouvoir la tester en live. Donc, oui, petite précision. Si vous avez Android, le capture du QR code se fait dans l'application. Si vous avez iOS, vous pouvez directement le faire avec votre appareil photo. Voilà. Moi, s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Voilà. Donc normalement, si tout marche bien, alors c'est un peu bizarre, mais ça va être tout rouge. Oui. Voilà. Et justement, on va voir. Je vais changer ça. Alors, tout d'abord, je vais par exemple rajouter un label. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il va nous falloir une balise texte. Voilà. Mettre un petit hello. Et pareil, alors je l'ai déjà créé un peu en avance, mais on va lui rajouter un style hello, n'importe comment, pas comme ça du tout. Des poètes. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas des primitives, ça veut dire que vous n'allez pas utiliser directement la balise texte comme ça, il va falloir l'importer. Donc c'est pareil, on importe. Voilà. Et normalement, si ça se rafraîchit sur votre téléphone, alors si vous voulez forcer le rafraîchissement, vous pouvez secouer votre téléphone sur iOS ou sur Android. Vous pouvez baisser à partir de la barre de statut et vous avez la possibilité de faire un refresh. Voilà. Donc là, normalement, il y a un hello qui s'affiche sur votre. Alors, pas le faire en live, après, j'ai pas assez d'écran. Mais en fait, d'ailleurs, je vous le dis, mais sur la partie Snack, donc ça, c'est Snack, c'est une appli, c'est du live coding. Ça ne marche pas. Bon. Non. Attends, on va forcer le live. Je sais pourquoi. Bref. Je sais pourquoi. Parce que j'ai pas dû mettre le bon QR code, c'est pas grave. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, donc je vous l'ai montré aussi tout à l'heure, on va importer le module plateforme. Et ça va nous permettre, par exemple, de mettre, via le helper select, qui va nous permettre en fait de directement ressortir l'objet en fonction de la plateforme. Donc on va dire par exemple iOS, je veux que tu me sortes un style, une couleur, pardon, style blue. Alors je vous ai épargné le blue standard parce que c'est pas ça. Hein. Et pour les Android, on va partir sur du green. Voilà, hop là, sauvegardé. Et du coup, on va essayer de retester comme ça. Si vous voulez retester l'application, on va le faire comme ça. Et j'aimerais... Si vous arrivez à l'attraper, je peux pas faire ça. Oh, aussi. Attends. Voilà, nickel. Voilà. Donc c'est super intéressant parce que ça vous permet. Une petite erreur. De quoi? Ah oui. Ah oui, j'ai. Excusez-moi. Du coup, comme vous avez pu le voir, vous pouvez débug direct en live. Hein. Voilà. Unexpected token. Voilà. C'est bon, tout le monde là? Ça peut être encore. Yes! Levez le téléphone pour voir s'il y a des Android, des iOS, des. Yes! C'est exactement comme j'avais dit, il y a plus d'Android. Donc voilà. Donc là on était donc sur Snack. Donc si vous voulez effectivement tester vous-même une application, tester comment les composants fonctionnent, la partie native, vous pouvez le faire directement là. Alors là je l'ai fait sur mon device, mais ça embarque aussi directement, vous pouvez le voir en dessous, la preview. Voilà. Mais bon, là c'est zoomé beaucoup gros, c'est un peu voilà. D'ailleurs on peut voir aussi combien de devices sont connectés.
ici. Voilà, 820, environ 20 à avoir suivi le... Ah, 19 maintenant. Ouais, c'est moi. Enfin bref, du coup voilà, donc ça c'est Snack, ça vous permet justement, comme je l'ai dit juste avant, de pouvoir tester en live direct, pas besoin d'installer quoi que ce soit, vous allez sur snack.io, snack.expo.io, et ça justement on va en parler juste après. Donc Snack, comme je l'ai dit, pas besoin de dépendance, browser, ça marche direct. Alors il y a quelques petites choses que vous ne pouvez pas utiliser effectivement par rapport à React Native. Déjà, vous ne pouvez pas l'exporter, créer votre IPA, la publier. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Vous avez Expo, parce qu'en fait, Snack, ça vient de Expo. Expo, comment? Ça va être une espèce de surcouche à React Native. C'est pareil, vous allez pouvoir l'installer assez rapidement, ça n'a pas beaucoup besoin de dépendance. Vous allez devoir installer Node, NPM, NPM ou Yarn, Git, parce que ça se base aussi là-dessus. Watchman pour OSX, ça va être pour traquer un peu les changements dans votre projet pour pouvoir rafraîchir plus rapidement vos pages. Et voilà, mais c'est pareil, il y a toute l'API React Native qui est disponible. Et cette fois, vous pouvez tester sur émulateur, etc. Donc c'est deux commandes, on installe Expo CLI en global et on crée le projet. Et voilà, c'est parti. Après, je crois que c'est Yarn Start et vous pouvez directement lancer le projet, il va vous créer un gros QR code et vous allez pouvoir faire exactement pareil. Ou installer les simulateurs, ce qui nécessite un peu plus de difficulté. Si vous voulez installer les simulateurs, alors déjà autant partir sur React Native, on va pas se mentir. Installer les simulateurs, alors déjà il faut installer le JDK pour Android, si vous êtes sur Windows, il faut installer Python en plus, Android Studio pour Android, et Xcode. Alors petit truc en plus, si vous voulez sortir l'émulateur Xcode sous Windows, cherchez pas, ça n'existe pas. On fait de l'iOS sur de l'OS X, c'est tout. Voilà. C'est très borné ces gens. Mais voilà, pareil sur Linux. Linux c'est plus Android, c'est pareil, il n'y a pas d'iOS. Essayez. Et donc voilà. Et donc là on va partir du coup sur React Native. Donc tout seul, pas de surcouche. Alors vous allez avoir beaucoup plus la main sur votre application. Par exemple, comparé à Expo, si vous voulez, on peut comparer Expo par rapport à React Native, à Create React App par rapport à React. Ça veut dire que Expo va vous permettre de toucher uniquement au JS, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'importer des librairies natives ou quoi que ce soit, mais justement il vous limite à ça en fait. C'est-à-dire que si vous voulez importer des librairies un peu natives, un peu spécifiques, si par exemple vous voulez toucher au Bluetooth ou faire des achats in-app, ça ne marchera pas sur Expo. Voilà. Pareil, si vous voulez faire des développements natifs un peu spécifiques, vous pourrez faire. Vous pourrez faire toutes ces choses-là sur l'Apple Store. C'est iOS. À partir de React Native. Et voilà. Alors, une fois que vous avez installé toutes ces dépendances, franchement, si c'est la première fois, que vous le faites, ça va être long. Franchement, je m'en souviens, c'était laborieux. Surtout si vous avez jamais installé Android Studio ou Xcode. Mais bon, on va pas en parler toute la journée parce que moi, je pourrais faire un peu d'une heure là-dessus. Donc du coup, voilà. Mais je vous recommande, si vous voulez partir sur une grosse application, de partir sur React Native. Parce que, encore un défaut par rapport à Expo, c'est que Expo, s'il y a quoi que ce soit qui est mis à jour, il faudra attendre une version supérieure d'Expo pour que ce soit mis à jour. Là, vous pouvez mettre à jour React, en plus ils sont en train de séparer leurs composants pour pouvoir les mettre à jour indépendamment les uns des autres, etc. Voilà. Et donc une fois que tout est installé, vous allez pouvoir installer React Native CLI en global, via NPM ou Yarn, pareil, et faire React Native Init Project. Ça va vous créer tout votre projet. Vous allez avoir du coup toute la partie JS, donc avec un app.js, etc. Et vous allez avoir deux dossiers spécifiques qui sont iOS et Android qui vont contenir en fait les projets Android Studio et Xcode. Voilà, donc vous allez pouvoir vraiment toucher à toute la partie native du truc. Voilà. Après, si on veut débugger, alors on a vu un peu sur Snack et Expo, c'est pas trop ça. Et puis pareil, les console log, ça n'existe pas. Donc, c'est un peu difficile. Du coup, si vous êtes sur React Native, sur un simulateur, sur un truc comme ça, vous allez pouvoir sortir le menu développeur. Ça va vous permettre d'avoir plusieurs choses. Donc, déjà le debug.js, pareil, les console logs. Mais vous pouvez aussi justement utiliser le debugger
le debugger standard pour mettre des breakpoints. Donc vous pouvez l'afficher directement dans l'application pendant que vous débuguez, soit donc, sur votre ordinateur si vous êtes sur simulateur, POMD sur iOS, enfin sur OS X, parce que pas sur Windows du coup, et sur Android, soit CTRL-M, soit commande M. Et si vous êtes sur votre propre téléphone, c'est-à-dire si vous débuguez directement, vous avez branché le câble et vous débuguez direct sur votre téléphone, pour afficher ce menu, il faut secouer le téléphone. Voilà, donc tout prévu. À partir de là, si vous activez le JS debugging, c'est-à-dire pour débugger vraiment la partie JS que vous avez codée, vous allez avoir les DevTools de votre browser, donc les Chrome DevTools. En fait, ça va ouvrir un serveur web sur localhost 8080 Debugger UI, donc il va s'ouvrir automatiquement dans votre navigateur. Soit, et là je vous le recommande parce que c'est en termes de debug c'est le top du top, React Native Debugger. Alors ça par contre c'est pas compris du coup dans le livret React Native, il faut le télécharger à côté, donc c'est pas très gros. Vous allez avoir plusieurs choses, donc pareil, les DevTools là-bas, avec console.log, performance, network, breakpoint, etc. Les Redux DevTools et le React DevTools. Alors ça c'est super intéressant dans le sens où si vous êtes par exemple sur simulateur et que vous allez utiliser, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous avez une partie inspecteur, là vous allez pouvoir cliquer sur vos composants et ils vont s'afficher là comme si vous étiez dans votre debugger, votre console de debug. Vous allez avoir votre composant avec quel est le style qui est affiché, les modifier en live, etc. Voilà. Après, j'ai du coup les feedbacks un peu sur React Native, parce que j'ai pas mal bossé en entreprise et en perso là-dessus. C'est vraiment basé sur le JS, hein. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses juste en connaissant le JS. C'est très performant, je ne sais pas ceux qui ont connu un peu Cordova, PhoneGap, etc. Là, c'est vraiment beaucoup plus performant. Et effectivement, avec Expo et Snack, c'est assez rapide de pouvoir commencer à coder et à découvrir le framework. Par contre, effectivement, si on veut commencer à pousser plus loin, en entreprise notamment, si on veut avoir plusieurs configurations de build, etc., là, ça va commencer à poser quelques problèmes, enfin, à falloir toucher au natif, faire des configurations un peu spécifiques, et du coup, toucher à la partie iOS, à la partie Android, Gradle, Xcode, tout ça, des méchants mots. Vous allez pouvoir, les upgrades aussi sont un peu, alors, moins maintenant, avant c'était vraiment une peine, mais les upgrades de React Native sont assez difficiles et il y a quand même certaines différences entre le natif et le web où on se rend compte un peu au fur et à mesure. Ils ont quand même essayé de récupérer quelque chose qui est vraiment très proche de React, mais on sent que parfois il y a des différences, notamment sur le style, sur ces choses-là. Quoi d'autre? En fait, tout. Parce qu'il y a énormément de choses à voir sur React Native. Là, effectivement, c'était juste un getting started. Il y a toute la partie déploiement, toute la partie gestion des notifications, toute la partie animation. C'est pareil, d'ailleurs, je vous recommande un certain talk, par Freddy. Voilà, il y a la gestion des certificats, la gestion Android, la gestion. Il y a énormément de choses à voir et c'est extrêmement intéressant. Surtout le fait que vous pouvez. Dans le monde d'aujourd'hui où on a énormément d'applications, de téléphones, etc., c'est extrêmement intéressant de pouvoir développer son application native à partir du JS, où c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien. Voilà, je vous ai mis quelques références, des librairies que vous pouvez installer qui sont très performantes et qui peuvent vous aider. De toute façon, je donnerai les slides à la JS, vous voyez, il y a plein de liens et tout, vous pouvez cliquer dessus, ça marche très bien. Voilà, les références, un peu justement la documentation, parce que je vous ai parlé beaucoup de composants, mais si vous voulez un peu justement les propriétés spécifiques que vous voulez pour chaque composant, vous les avez là. Et pareil, quelques liens pour un peu développer, voire aller plus loin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Quelques questions. Yes, juste une question pour Expo. Oui. On disait que c'était à peu près comme React App. Oui. Je me suis demandé s'ils avaient la même option de pouvoir eject justement. Oui, exactement. En fait, ils ont une partie eject, mais c'est pareil que Create React App, c'est-à-dire qu'on va garder des semblants de dépendance, on va pas pouvoir tout éjecter. Et personnellement, j'ai essayé. Je recommande de repartir directement d'un projet React Native.
Déjà, le talk était cool. Voilà. Merci C'est un bon beaucoup. technique starting. Ensuite, moi j'avais une question, c'est pour s'aligner un peu de React Native. Est-ce que tu as déjà essayé d'autres solutions, genre Native Script, pour voir un peu comment ça fonctionne ailleurs et savoir Moi en fait, ce que j'avais déjà essayé avant, c'était, j'avais essayé Ionic, j'avais essayé Cordova, mais du coup c'était un peu basé sur la même chose. Et en fait, je suis passé, ouais, ça fera ambiance zen. Effectivement, j'étais un peu déçu des performances et j'ai commencé sur React Native il y a quoi, c'est un peu plus d'un an. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai pas vraiment testé trop les autres solutions, mais j'ai vu qu'il y avait quelques frameworks qui arrivaient. Après, voilà. Vous avez une autre question là-bas. J'ai deux questions. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser TypeScript pour développer avec React Native? Et la deuxième question, c'est au niveau de l'accès au hardware avec React TWR. Alors, donc pour TypeScript, oui. Tout à l'heure, je vous ai montré les commandes, c'était React Native Init Project. Vous faites React Native Init TypeScript. Et hop, c'est bon, c'est déjà embarqué, c'est prêt, c'est configuré. La deuxième question, j'ai pas tout à fait compris. C'est que... Avec Progressive Web Apps, Ouais. avec React, est-ce qu'on peut accéder au natif au hardware? Alors les Progressive Web Apps, j'avoue que j'ai pas beaucoup testé. Justement, c'est c'est un peu, ce que j'ai vu, c'est que c'est un peu la concurrence entre guillemets, parce que ça reste quand même complètement différent. On est sur des web apps et ça reste un peu le même principe que ce qu'on a vu les Cordova, etc. C'est que ça embarque une appli web qui va via des plugins essayer de toucher un peu à l'API, mais de quelques retours, c'est pas encore tout à fait sec. Merci. Voilà. Une dernière question. Vas-y, je suis chaud. Et c'est 200 degrés ici. Hein. Question difficile. Vas-y. Moi, je n'ai pas du tout du natif, je n'avais jamais montré ça. Et du coup, au début, tu parlais de composants qui. Ça paraît un peu évident qu'on n'a pas de détails div, etc. Comme ça, mais pourquoi qu'est-ce que vraiment c'est une view, par exemple, se transformer Exactement. En fait, c'est ça. Par exemple, le composant view, il a été, en fait, par le CS Core va interpréter que justement c'est un composant view qui est utilisé. Et via le bridge, en fait, il va dire, par exemple, s'il est sur iOS, il va transformer ça en composant UIView. Alors, je crois que c'est UIView ou View tout court. Mais en fait, il va transformer ça en composant qui existe sur iOS. Voilà. Et pareil sur Android. Donc c'est pareil, ça va être avec les views et en fonction des propriétés qu'on va faire, on va avoir par exemple sur Android des grid layout ou des linéaires layout, bref, ce genre de choses. Et c'est dans là la force, je trouve, c'est que ça crée vraiment du natif. C'est pas un serveur web dans une application. J'ai mis un pôle expo en prod. Pas du tout. Ouais. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que j'ai vu un peu. Alors pour la suite un peu sur Expo, notamment React Native, c'est vous gérez de A à Z le déploiement sur le Play Store, sur l'App Store. Vous générez votre APK pour Android et vous générez votre IPA pour iOS. Avec Expo, de base, c'est eux qui génèrent votre application. Donc ça se passe sur leur serveur. Donc déjà que vous n'avez pas tout à fait la main dessus, c'est un peu spécifique, il suffit que vous ayez voulu toucher à des choses un peu particulières et ça explose. Voilà, c'est pour ça que au début je vous dis effectivement Expo, Snack c'est très beau, c'est très bien pour commencer, c'est très bien pour faire des petits POC, mais si vous voulez faire des apps un peu plus relevées, partez sur du React Native. Pour moi, comme... Je ferai par curiosité, est-ce que tu as déjà voulu un projet expo s'éjecter, Alors qui s'éjectait, j'en ai vu 2 éjectés déjà, ça marchait pas du tout et ils sont partis sur le principe de repartir de React Native et voilà. Et même moi j'avais essayé dans mon coin justement pour tester parce que je me souviens qu'avec React App j'avais essayé une fois l'éject et c'est fatigant. En fait ça demande énormément de travail alors que c'est pas nécessaire dès le départ, vaut mieux le prévenir. Voilà. Ok. Merci beaucoup.